c'est parti à toutes et à tous. Merci de nous suivre et bienvenue dans votre magazine C'est Plus Presse, le magazine qui vous donne comme ça l'occasion d'analyser ensemble avec nous, avec les journalistes, l'actualité politique de l'heure. Pour aujourd'hui, une seule thématique à l'ordre du jour. Nous allons parler de cette table ronde qui vient d'ailleurs de se terminer aujourd'hui et nous allons parler de la levée de l'état des sièges. Est-ce une solution pour le retour de la paix? Nous allons en parler sur ces plateaux ensemble avec mes invités du jour. On retrouve une fois de plus Deus Miburu. Bonjour. Bonjour Divin Tissoka. Ça va? Ça va très bien. Et on a également pour aujourd'hui, on a Roger Bondengele, une fois de plus. Roger, bonjour. Oui, bonjour Divin, bonjour aux co-débatteurs. Oui. Je voudrais participer sur ce plateau pour remercier la Banque mondiale du financement pour l'érection de l'immeuble de ces bijoux qui va abriter l'hôpital général de ex-Mama Emo. Je suis passé par là, en tout cas, coup de chapeau à ceux qui font ces travaux. Ces travaux. Oui, en tout cas, ça évolue très bien. Merci, grand merci à la Banque mondiale qui a financé. Et également au gouvernement travaux. congolais pour avoir facilité les choses. Le gouvernement n'a rien à faciliter. Le financement vient de la Banque mondiale, point barre. Voilà, on continue. Neville Kabongo également est avec nous pour une première participation. Neville Kabongo, bonjour et bienvenue dans ce plus. Bonjour Divin et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, nous sommes là pour justement analyser et voir dans quelle mesure nous pouvons donner la lumière sur des questions d'actualité. Voilà, puisqu'on parle de l'état des sièges, mais avant tout, on aura le temps comme d'habitude, ça sera un moment de partager quelques biscuits. Roger en a eu un et Deus Miburu également, vous en avez le droit. Oui, j'ai un biscuit à partager sur ces plateaux de C Plus Presse. Allez-y. J'aimerais encourager ou soit féliciter mes trois frères de la commune de Lancélé qui ont embrassé la vie politique et ils se sont portés candidats pour les élections qui se pointent à l'horizon pour les comptes de la province, du provincial. Ils seront députés provinciaux. Il s'agit de l'ingénieur Simplice Ilunga Katolo qui sera également candidat député provincial dans la commune de Lancélé. Il y a également maître Richard Chesco Motobebo qui sera également candidat dans cette même commune. Et enfin, il y aura le docteur Didi Toukayalimo qui sera également candidat. Je leur souhaite bon vent et plein succès. Merci beaucoup Deus Miburu, ça fait des dédicaces là. Voilà, on va poursuivre avec ces magazines, C'est Plus Presse, comme je l'ai dit. Un seul sujet à l'ordre du jour, la levée de l'état des sièges. Est-ce une solution pour les retours de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo? Et sur ces, notre équipe était sur place à l'Assemblée nationale, là où c'est tenu cette table ronde. Et on va suivre Christian Nyamabou qui a restitué tout ce qui a été dit et toutes les recommandations faites par la délégation de la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu. On retrouve Christian Nyamabou. Nous sommes ici à l'hémicycle du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala, ici à Kinshasa, pour vous dire que nous avons pris part à ces assises du forum sur l'état des sièges, les travaux qui ont été lancés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lundi 14 août 2023, et qui vient de se clôturer ce mercredi 16 août de la même année. Il faut vous dire que c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde qui était le représentant personnel du chef de l'État pour clôturer ces travaux. Alors, il y a eu des commissions qui ont siégé et pendant ces 3 jours pour évaluer s'il y a possibilité de lever ou non l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Et vous l'avez remarqué sûrement dans cette salle qu'il y a eu une tendance qui soutient le maintien de l'état de siège et une autre tendance qui soutient la levée de l'état de siège. Et toutes ces tendances, on a confronté les idées
et tout a été remis au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui va à son tour présenter au chef de l'État Félix Tshisekedi pour harmoniser les avis afin de trouver une conclusion. S'il faut maintenir ou lever l'état de siège dans les deux provinces précitées, alors il faudra vous rappeler aussi que l'état de siège a également présenté ses avantages, notamment le fait de nous permettre de connaître exactement ce qui était à la base de l'insécurité dans l'est de la RDC, par exemple dans la province du Nord Kivu. On a pu comprendre que c'est effectivement le Rwanda qui opère derrière le M23 et dans l'Ituri par exemple il y a eu cette façon de neutraliser de manière aussi spéciale les rebelles de Codeco et autres. Donc il y a eu aussi des avancées significatives, mais il faut aussi rappeler que la RDC doit aller aux élections générales, d'où il faudrait que les civils puissent aussi maintenir la gestion de la République, par exemple les gouverneurs dans les deux provinces. Voilà un peu toutes ces questions qui ont fait en sorte qu'on puisse réfléchir par les politiciens et ceux de la société civile à travers ces forums, donc ces 3 jours de consultation sur le maintien ou non de l'état de siège, les travaux initiés par le gouvernement et présidés par le chef de l'État Félix Tshisekedi, comme je l'ai dit, et qui ont connu la clôture par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Donc jusqu'alors, il y a le suspense qui traîne, il n'y a pas levé ni maintien. Donc jusqu'alors, nous sommes dans l'état de siège dans ces deux provinces. Il n'y a pas encore levé, mais on pourra avoir des conclusions lorsque le chef de l'État aura à prendre en possession le rapport issu de ces travaux afin de savoir décider sur la suite des événements en rapport avec ces régimes spéciaux qui est en train d'être vécu dans le Nord Kivu, mais également dans la province de l'Ituri. Alors, pendant ces 3 jours, nous n'avons pas été seuls ici au Palais du Peuple. Nous étions avec Ado Mocha, qui a assuré la prise de vue, qui a assuré la prise de photos, mais également... Voilà, vous avez donc suivi Christian Nyamabou, qui est pratiquement revenu sur les recommandations faites par les délégations. Et là, jusqu'à là, l'état des sièges sévit toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo. On se demande, doit-on au stade actuel lever l'état des sièges ou passer à la requalification de l'état des sièges ou encore maintenir l'état des sièges? Ces 3 questions se posent et du coup on va devoir attendre. La décision revient au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui va censurer, qui va prendre la décision finale. Il y a des tendances, Christian Nyamabou l'a dit, il y a des tendances qui veulent à ce qu'on puisse lever l'état des sièges. Il y a également ceux qui veulent à ce qu'on puisse maintenir ou encore requalifier l'état des sièges. Deus Miburu, je commence avec vous. Il y a eu plusieurs recommandations au stade actuel. Le suspense est toujours là. Doit-on d'abord commencer à lever, requalifier ou tout simplement maintenir l'état des sièges? Bon, moi, je ne vais pas directement dire, soit prendre position par rapport à ces 3 pistes de solutions, oui, soit la levée, soit les maintiens, soit la requalification, mais j'aimerais mettre en place des faits qui vont à eux-mêmes vous faire comprendre qu'il fallait prendre une telle décision. D'abord, pourquoi le chef de l'État a instauré l'état des sièges? Nous sommes en 2021, le chef de l'État avait constaté que la partie est de notre pays était endeuillée par des groupes armés, notamment les Codeco et les ADF, qui endeuillaient le peuple de notre pays, de cette partie du pays. Chaque jour, plus de 20 morts, 30 morts par jour. Donc c'était vraiment catastrophique. Il fallait que le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, puisse prendre des mesures nécessaires qui pourront remettre de l'ordre dans cette partie du pays. C'est pourquoi le chef de l'État avait plusieurs recettes sur sa table, notamment l'état des sièges. C'est pourquoi il avait opté pour l'état des sièges, qui est d'ailleurs une mesure constitutionnelle. Il a le droit d'instaurer l'état des sièges dans... C'est le garant de la nation. Oui, dans une partie du pays ou soit sur toute l'étendue du pays. C'est pourquoi il avait instauré l'état des sièges. Ça, c'est une très bonne décision. Très bonne décision, vous avez oui, dit. mais il faut savoir que l'état des sièges avait pour objectif d'instaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays, mais également de mettre fin à l'activisme des groupes armés.
Mais il faut savoir que l'état des sièges en tant qu'une œuvre humaine, parce que c'était une mesure prise par le chef de l'État, c'est un humain, il y avait des points forts, mais également des points faibles dans l'état des sièges. Allez-y. Comme point fort, l'état des sièges nous a permis d'abord, on a constaté que sous l'état des sièges, il y a une augmentation des recettes publiques à la hauteur de 30%. C'est un point fort pendant l'état des sièges. Pendant l'état des sièges, j'allais dire, plusieurs groupes armés se sont rendus entre les mains des FARDC. Ils ont déposé les armes. Pendant l'état des sièges, d'ailleurs, l'état des sièges avait suscité un lueur d'espoir dans le chef de la population congolaise en général, mais particulièrement la population du Nord Kivu et du Sud Kivu. Vous êtes également de là? Oui, je suis du Sud Kivu. Allez-y. Non, mais je parle de la population du Nord Kivu et de l'Ituri. Ok. Comme point faible, pendant l'état des sièges, on a vu les M23 renaître de leurs cendres, parce que les M23 n'existaient plus. Les M23 étaient cantonnés en Ouganda et au Rwanda, mais c'est sous l'état des sièges que les M23 est revenu avec force à l'est de notre pays. Ils ont refait surface. Pendant l'état des sièges, il y a eu la prise de la cité stratégique de Bunagana. Pendant l'état des sièges, il y a eu la prise des territoires des Rutshuru et des Massissi. Pendant l'état des sièges, il y a eu les massacres historiques de Kishiché. Plus de 1000 Congolais ont perdu la vie pendant l'état des sièges à Kishiché. Donc, vous allez constater que pendant l'état des sièges, il y a eu plus des points faibles que des points forts. D'où il y avait une nécessité pour le chef de l'État de trouver une autre recette pour essayer de résoudre cette situation de l'Est qui a tant duré. Plus de 20 ans des massacres de la population de l'Est du pays, dont le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il devrait prendre des décisions nécessaires. C'est pourquoi il a convoqué les tables rondes où il y a eu des notables de cette partie du pays. On a vu une forte délégation. Notamment la société civile qui vit chaque jour avec les victimes de cette partie du pays, qui ont décidé, parce que ce sont eux qui vivent les calvaires que les groupes armés font subir à notre peuple dans cette partie du pays. En complicité avec quelques Congolais? Bien sûr, en complicité avec quelques Congolais, mais également le Rwanda qui a été nommément cité. D'ailleurs, un autre point fort, c'est pendant l'état des sièges que même la communauté internationale, là nous voyons les États-Unis, les États-Unis et la France ont nommément cité le Rwanda, qui est auteur, qui est d'ailleurs derrière les M23. Donc, moi je pense que l'état des sièges, c'était une bonne mesure, mais c'était quoi le contenu de l'état des sièges? Parce que l'état des sièges n'a pas atteint ses objectifs. L'état des sièges n'a pas atteint ses objectifs, mais c'est pas bien vraiment, qu'il y a eu mais c'est pas vraiment un échec puissant comme les gens le disent. Mais bien qu'il y a des points faibles qui sont plus nombreux que les points forts, mais c'est pas vraiment un échec puissant comme les gens le disent. C'est pourquoi il fallait savoir c'était quoi les contenus que le chef de l'État avait donné à l'État. Évaluer, c'était une sorte d'évaluation. D'abord par rapport au contenu, parce que le ministre de la Défense de l'époque, Jacques Kabanda, avait déploré qu'il n'y avait pas une bonne planification de l'état des sièges, il n'y avait pas un montage financier conséquent, il n'y avait pas une planification des actions stratégiques de l'armée pendant l'état des sièges. C'est pourquoi nous constatons aujourd'hui que l'état d'échec n'a pas atteint ses promesses. D'où le chef de l'État a intérêt, parce que même les participants à cette table ronde ont décidé de la levée de l'état des sièges, parce que l'état des sièges n'a pas atteint ses promesses. Mais les opinions sont partagées jusqu'à-là. Les opinions sont partagées, mais la majorité des participants à ces assises a décidé de la levée pure et simple de l'état des sièges. Parce qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Est-ce une solution pour les retours de la paix? Bon, la levée simplement de l'état des sièges n'est pas une solution, mais moi je pense que la République démocratique du Congo a un outil puissant qui peut faire face à ces groupes armés pour remettre l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Nous avons les FARDC.
c'est la même armée qui, en 2013, avait chassé les M23 dans le territoire de la RDC. Vous vous rappellerez, vous allez vous rappeler de Mamadou Ndala, qui est un colonel du FARDC. Malgré tout ça, cette recrudescence de massacres dans l'Est, notamment dans le Nord Kivu, n'a pas arrêté. On a vu le M23 réapparaître une fois de plus. Oui, ça c'est sous l'état des sièges. C'était une solution durable. C'est pourquoi la société civile du Nord Kivu et de l'Ituri ont décidé de la lever de l'état des sièges. Mais l'état des sièges, ce n'est pas la seule recette que nous avons dans ces pays pour mettre fin au massacre à l'Est. Nous avons l'armée. Il faut juste financer l'armée, renforcer également les services de sécurité, parce que les services de sécurité dans un pays, c'est les bras séculiers de la sécurité. Merci beaucoup, Deus Mibourou, vous l'avez dit, mais nous le savons tous que l'armée était un tout petit peu fragilisée. Ça, nous le savons parce qu'il fallait mener beaucoup de réformes. Il y avait plusieurs infiltrés au sein de notre armée, ce qui n'a pas facilité qu'on puisse mener des attaques directes ou encore mener la guerre contre les rebelles de la République. Allez-y rapidement. D'ailleurs, vous l'avez dit, l'armée était fragilisée. C'est pourquoi vous avez vu, pendant l'état des sièges, l'armée congolaise n'a jamais été à l'offensive. L'armée a toujours été à la défensive. Pourquoi? Je me suis posé cette question. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse. Sûrement, tu en auras. Roger Bondengele, vous êtes également avec nous. C'est presque cette même lecture que tout le monde fait. On parle des tendances aujourd'hui. Certains pensent qu'on doit lever l'état des sièges et remettre la gestion de la province aux mains des civils. Les civils, les politiques congolais qui d'autrefois m'ont se demandé de quitter les groupes armés. Pensez-vous que la levée de l'état des sièges serait une solution pour mettre fin à la guerre dans cette partie de la République? Ouais, tout à fait, puisque... Vous optez pour la levée de l'état des sièges? Depuis 3 mois après la mise en place de cet état des sièges. 3 ans après. 3 mois, pardon, après, juste 3 mois. Ok. Il y a eu l'Amnesty International qui s'est prononcée là-dessus et avait relevé que l'état des sièges était inefficace. C'est relevé inefficace. Par rapport aux actions sur le terrain ou par rapport à la conception? Oui, donc le tout. Pourquoi pendant la période de cet état des sièges, on a remarqué que on avait donné beaucoup de travail aux militaires. Puisqu'on a suspendu les gouverneurs civils, les 2 gouverneurs civils des 2 provinces, on a mis en place les gouvernements provinciaux, donc 2 gouvernements provinciaux dirigés par les militaires. Et dans l'entretemps, puisque Deus parlait de l'économie, on paye les 2 gouverneurs là, qui ne travaillent pas, puisqu'il y a état des sièges. On paye les députés provinciaux, alors que les assemblées provinciales sont suspendues. Donc, il y a là une perte, un manque à gagner pour les trésors publics. À part ça, pendant l'état des sièges, on a fermé la frontière entre la RDC et le Rwanda, a été fermée. Donc, les recettes qui provenaient ou qui étaient... ces trafics générés. Oui, générés par les trafics entre les 2 pays. Ces recettes-là n'étaient pas perçues par le trésor public. Donc, l'on comprend qu'il y a eu un manque à gagner pendant cette période d'état des sièges. C'est-à-dire que l'état des sièges a montré beaucoup de faiblesses. Là, c'est sur le plan économique. Tout à fait. Alors, sur le plan sécuritaire, allez-y. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Pendant l'état des sièges, le nombre de civils tués a doublé. A augmenté. A augmenté, c'est-à-dire ça s'est multiplié par 2. Donc, c'est ça même l'inefficacité de cet état des sièges qui a été prorogé plus de 50 fois.
Donc c'est devenu comme... mais l'idéal, c'était la paix. L'idéal, c'était la paix. Est-ce qu'on pouvait lever l'état des sièges pendant que la paix n'est pas encore revenue? Oui, un soldat, c'est un soldat. Un militaire, c'est un militaire. C'est-à-dire, son travail, c'est de mourir sous les drapeaux. C'est de sacrifier sa vie sous les drapeaux et non de gérer la chose publique, de se transformer en politicien. C'est-à-dire, quand vous prenez ces généraux, vous les placez à la tête de ces deux provinces, vous voyez ce que ça génère. Au lieu qu'ils s'occupent de la sécurité, ils s'occupent et de la sécurité et de l'administration. Et ils ont plus de charges sur leurs épaules. Et ce qui les affaiblit. Donc moi, je pense qu'il faut carrément suspendre, donc, lever cet état de siège et donner les moyens à l'armée pour qu'elle puisse défendre le territoire national. Qu'on puisse remettre le pouvoir, la gestion aux politiques. Les politiques, Mbosso reproché de collaborer avec les groupes armés? Oui, mais Mbosso a reproché aux députés de collaborer, il leur a dit de quitter ces groupes armés. Mais il n'a pas cité ces députés-là. Donc, il a gardé secret les noms de l'autre des députés. Donc, rien ne prouve que Mbosso a dit la vérité ou bien il était en train de théâtraliser la scène politique comme il l'a dit lui-même. Donc, l'état de siège a montré ses faiblesses vraiment. Et puis, à part ça, à part le problème sécuritaire, il y a eu la violation des droits humains pendant la période d'état de siège. C'est-à-dire, pendant cette période, les pouvoirs qu'on a, des pouvoirs étendus, qui est sans justification donnée aux militaires, leur a permis de faire tout ce qu'ils voulaient faire. À l'endroit de députés nationaux même, des députés provinciaux, ils arrêtent même, je dis même jusqu'aujourd'hui, puisque l'état de siège continue, ils arrêtent les gens sans raison, puisque ils ont le pouvoir, ces pouvoirs-là exagérés. Est-ce que ça s'est fait? Vous savez bien que pendant l'état de siège, la liberté de la population est un tout petit peu réduite, restreinte. Oui, la liberté est restreinte, mais c'est ça les combles. C'est ça les combles. C'est-à-dire qu'il y a la guerre se tient dans un coin donné. Hein? Quand vous parlez de Bunagana, Bunagana, c'est dans le territoire des Rutshuru. C'est-à-dire, tu ne peux pas séparer Bunagana, dire que non, pendant la période, pendant l'état de siège, il y a eu la prise de Rutshuru et après la prise de Bunagana. Non, Bunagana, c'est tout dans Rutshuru. C'est ce qu'il faut signaler. Donc, Masisi et Rutshuru manière de préciser sont les deux territoires distincts. Donc, on comprend que ce sont des vastes territoires, mais il y a eu progression des rebelles ou des agresseurs. Donc, je disais tantôt qu'il y a eu plus des bavures, les droits de l'homme, déplorés par la société civile, les organisations de défense des droits humains et autres. Donc, pour moi, il faut rompre. Mais il y a eu quand même, des points positifs, que, même si vous ne voulez pas les relever ici. Non, il n'y a pas eu de points positifs. Là, je suis catégorique. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu. Donc, on doit lever ça. On doit lever cette mesure. Sacré Roger Bondenyele, merci beaucoup. Neville Kabongo, vous pensez, vous avez entendu des sons de cloche de vos co-débatteurs. Est-ce que vous pensez également, comme Roger Bondenyele, que l'état des sièges n'a présenté que des faits moins positifs, n'est plus négatifs que positifs? Moi, je pense que lui, au moins, il a été clair. C'est Roger Bondenyele. Roger Bondenyele, qui a été au moins clair pour dire qu'il était contre l'état des sièges. Mon co-débatteur, de l'autre côté, lui, il n'a pas donné sa position claire, tant parfois pour, parfois contre.
en nous brandissant quand même de chiffres et aussi en nous montrant l'importance de cet état de siège. Moi, j'aimerais quand même qu'on puisse comprendre, puisqu'il est revenu là-dessus sur l'état de siège. Vous le savez bien que c'était une décision du président de la République qui avait pour but de mettre fin, vous l'avez, je ne veux pas vous répéter là-dessus, mais il faut comprendre une chose. Lorsque vous prenez une mesure, il faut attendre, il faut avoir les délais aussi. Et aussi, il faut partir de moyens que vous allez mettre en place. Vous avez dit par exemple que pendant l'état de siège, nous avons vu la montée en puissance du M23, vous avez cité des ADF et ainsi de suite, vous avez donné des chiffres. Moi, j'aimerais quand même qu'on puisse aussi comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant l'état de siège. Il faut faire une étude comparative. Il faut voir qu'est-ce qui s'est passé avant. On oublie rapidement les choses. Voilà. Pourquoi avant il n'y avait pas le M23 et pourquoi lorsqu'il y a cette mesure du président de la République, on voit le M23 surgir. Ce sont des questions qu'on doit se poser. On décrit l'état de siège comme étant une décision, je dirais, inappropriée, inefficace, mais l'on se rend compte que pendant l'état de siège, mon ami l'a évoqué, au niveau économique, les recettes ont excellé de 30%. Pendant qu'on fermait les frontières, comme vous l'avez dit, entre le Rwanda et la RDC. Comment se fait-il que la frontière est fermée, mais nous avons une augmentation des recettes de 30%. Ça, c'est simplement au niveau de l'économie. Alors qu'à l'époque, avant l'état de siège, il n'y avait pas presque rien, il n'y avait pas la sécurité dans ces provinces. Les mines quittaient le Congo sans que ce soit tracé par les autorités. L'insécurité régnait à mettre. Justement. Mais comment se fait-il que pendant l'état de siège, on ferme notre frontière, on a maintenant la même mise sur ce qui sort et ce qui entre. Mais nous avons une augmentation des recettes de 30%. Ça, je parle que de l'économie. Et si on ouvrait les frontières et qu'on avait maintenant la même mise sur nos richesses et ainsi de suite, vous pensez que, vous croyez, on va aller plus loin en termes de recettes. Donc vous comprenez qu'au niveau économique, ça a produit. Il faut le reconnaître. Prenons maintenant sur le plan sécuritaire. Puisque j'ai entendu, sur le plan sécuritaire, si ça n'a pas porté des fruits, etc., etc. Remarquez une chose. On décide de l'état de siège, 2 jours, 3 jours après, il y a le M23. Et tous nous savons qui sont derrière ces M23. Apparemment, l'état de siège a dérangé les intérêts des uns. Justement, il faut comprendre, il faut lire entre les lignes. Il faut lire entre les lignes. Il y a eu, je dirais avant l'état de siège, des groupes armés qui s'aimaient troubles et pillaient nos richesses. Par après, le gouvernement, le président de la République a pris cette décision. Et remarquez par après, lorsque l'armée entre en scène et qu'on a arrêté ces groupes armés-là, il fallait maintenant, vous le savez, le levier du Rwanda, c'est le M23. Aujourd'hui, le M23 occupe, vous l'avez dit, occupe des territoires où il y a des mines, etc., etc. On comprend que ce qui était derrière ces groupes armés, c'était le Rwanda, tout juste. Et aujourd'hui, avec l'état de siège, nous savons aujourd'hui qui était derrière l'insécurité dans l'est du pays. C'est en rapport avec l'état de siège. Maintenant, s'il faut, de notre part, fournir des efforts à ce qui concerne notre riposte, notre réponse, là-dessus, on peut en discuter. Voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre armée puisse répondre face à l'ennemi qui est le Rwanda que nous connaissons tous. Mais quant à dire que l'état de siège c'est un échec, moi je ne partage pas cet avis-là. Puisque ici sur ces plateaux, nous avons, mon ami d'ailleurs, mon collègue journaliste, permettez, vous avez brillamment exposé le bon côté des choses. Donc allez-y comprendre. Maintenant, s'il y a des faiblesses, on peut en discuter, voir comment nous pouvons renforcer cela. Mais quant à dire que ça a été un échec, moi je ne partage pas cet avis. Donc vous pensez qu'au stade actuel, on doit renforcer l'état des sièges ou bien on doit d'abord requalifier l'état des sièges ou on doit maintenir l'état des sièges, donner encore quelques mois pour voir les résultats? Je pense que je laisse la primauté au président de la République de voir. Mais pour moi, je pense que s'il faut... Par rapport aux faits. S'il faut reconduire, il faut continuer avec l'état des sièges, on peut le continuer. Puisque l'état des sièges, il faut le dire. C'est que c'est l'armée qui prend en possession l'administration.
le pouvoir est donné à l'armée de faire, par exemple, de limiter les manifestations. Vous voyez, on donne cette prérogative des pouvoirs à l'armée. Et le mouvement également des citoyens, parce qu'il y a eu des bouclages. C'est ça l'état de siège. À tout moment. Je pense que si aujourd'hui les gens décrient l'état de siège, c'est en rapport avec ça. Ça n'a rien à voir avec autre chose. C'est plus parce qu'il y a certaines manifestations, etc., que les gens ne peuvent pas facilement le faire. C'est qui est tout à fait normal. Qui est tout à fait normal en régime quand on est à l'état de siège. Donc je ne vois pas pourquoi on devait dire il y a eu bavure de l'armée, etc., dès lors que ça s'entre dans leurs prérogatives. Oui, il peut y avoir des erreurs, notamment, on ne peut pas en dédire, mais ça cadre avec le pouvoir de l'armée. Je ne vois pas pourquoi on va dire l'armée ne peut pas faire ceci, parce qu'en état de siège, l'armée a le pouvoir de faire certaines, je dirais, le pouvoir garanti par la Constitution. De violer les droits, les droits humains, de tuer. Non, si vous avez des preuves que l'armée a tué, si vous avez des preuves que l'armée a tué, mais vous devez les brandir, puisque nous sommes dans un état de droit. Les rapports a été fait par l'Amnesty International. Non, mais il ne faut pas vous confier à ces choses, pour vous donner plus de crédibilité à ces gens-là. Alors, je pensais peut-être que c'est vous-même qui avez fait les constats. Les constats, et vous avez des éléments de preuve. Je pensais à ça. Moi, personnellement, je pensais que vous allez dire, mais moi, j'ai des preuves suffisantes que l'armée a fait ceci, a fait cela. Donc, méfions-nous de tout ce que ces gens rapportent. Aujourd'hui, le problème, c'est de voir là où l'état de siège peut-être n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais quant à dire que c'était un échec, moi, je ne partage pas, puisqu'il y a des avancées significatives. Aujourd'hui, l'armée se concentre sur un ennemi que nous tous nous connaissons, qui est le M23, soutenu par le Rwanda. Merci Et beaucoup. vous allez voir, pour terminer, par exemple, par rapport à allez-y rapidement. Hier, on s'est réveillé, l'ami l'a dit, mon collègue, l'a dit. Hier, c'était presque chaque jour. Nous sommes des journalistes, c'était presque chaque jour qu'on donnait des informations du genre, à tel endroit, il y a massacre, à tel endroit, il y a ceci. Boutembo, n'en parlons même pas. Il y avait des endroits où c'était impénétrable. Mais ça continue. Non, il y a eu des territoires où on ne pouvait pas. Attendez, s'il vous plaît, il y avait des territoires où on ne pouvait pas. Il y a Ibes quand même. Il y a Ibes. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Non, je suis journaliste. Vous restez catégorique. Je suis journaliste. Je vous dis, je suis journaliste. Je suis journaliste. Donc, j'ai eu, moi personnellement, à informer sur tout ce qui s'est passé dans l'Est de notre pays. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a Ibes. Il ne faut pas qu'on se voile. En tout cas, c'est important. C'est vraiment important. Il ne faut pas manipuler les faits. Deus, Mibou, est-ce que vous pensez, comme moi, que l'état des sièges était tout simplement une transition pour permettre à la RDC de réorganiser son armée? Oh, je ne pense pas, parce que ce n'est pas la seule recette que la RDC a pour réorganiser son armée. Question de gagner les temps. Même sans état de siège, le chef d'État pouvait organiser l'armée. D'ailleurs, chose qu'il avait commencé bien avant. Parce que le chef d'État a commencé, dès son arrivée à la tête de ce pays, il avait commencé des réformes. Bien que ce n'était pas vraiment suffisant, mais le chef de l'État avait commencé des réformes au sein de l'armée bien avant l'état de siège. Donc, les chefs de l'État n'avaient pas que l'état de siège pour réorganiser l'armée. Même sans l'état de siège, il peut réorganiser l'armée, il peut réorganiser les services de renseignement, il peut réorganiser les services de sécurité. Donc, nous n'avons pas que l'état de siège pour réorganiser notre armée. Le chef de l'État, d'ailleurs, est en train de le faire. Aujourd'hui, si vous partez à Kibouman, vous allez voir, il y a des recrutements partout. Il y a des jeunes gens qui ont été recrutés pour renforcer l'armée. Donc, je pense que l'état des sièges, c'était une très bonne chose, mais il a montré ses limites. Les participants à la table ronde ont donné leurs propositions au chef de l'État. C'est lui qui a la primauté de décider, parce que c'est lui qui en avait décidé d'instaurer l'état des sièges, et c'est lui qui a le monopole de décider sur sa levée ou son maintien. Mais par rapport, vous avez parlé de réformes au sein de notre armée, vous les savez bien par rapport au degré de cette infiltration de notre armée. Vous voyez, dans la partie est de la République, surtout, on a vu, on se réveille un bon matin comme ça, vous retrouvez un général, un colonel qui déserte et qui rejoint les camps de l'ennemi. Bon, cette histoire a commencé depuis longtemps, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis l'avènement de l'FDL où on a constaté qu'il y avait beaucoup de généraux qui s'étaient infiltrés dans notre armée, surtout avec cette histoire des brassages et des mixages.
qu'on avait pu infiltrer notre armée. Moi, je pense que c'était aussi une faiblesse de la part de notre ancien chef de l'État, Joseph Kabila, qui acceptait toutes les recettes qui lui avaient été proposées par la communauté internationale. Vous parlez de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila? Je parle bien de Joseph Kabila, qui acceptait toute proposition de la communauté internationale, notamment le brassage entre l'armée et les groupes rebelles. Vous allez voir quelqu'un qui n'a jamais été dans l'armée, mais il vient de l'armée directement, il est général. Il vient de l'armée directement, il est colonel. Où il a été recruté? Nulle part. Ou bien vous prenez un rebelle, du coup vous l'intégrez dans l'armée et vous lui donnez les postes de commandement. Et vous allez constater que ces rebelles ne travaillent jamais à l'Équateur, ils ne travaillent jamais au Bandundu. Toujours à l'est du pays. Ils travaillent toujours à l'est du pays. Pourquoi? Et depuis toutes ces années, ils sont toujours, ils ne sont pas changés. Mais je suis désolé de constater que même l'actuel chef de l'État ne les change pas. Il les garde toujours à l'est du pays. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas les envoyer même à l'Équateur? Parce qu'ils peuvent aussi travailler là-bas. Parce que s'ils sont des Congolais, pourquoi ils ne veulent pas travailler ailleurs, seulement au nord Kivu ou au sud Kivu, ou soit en Ituri, également au Maniema? Pourquoi ils ne veulent pas travailler au Kasaï? Parce que c'est aussi en RDC. Mais pourquoi ils veulent seulement rester à l'est du pays? Donc les chefs d'État, vous pensez que c'est ces mixages et brassages qui a permis à ce que l'ennemi puisse infiltrer notre armée, ce qui a été facilité par Joseph Kabila. Et c'est l'actuel chef de l'État n'est pas dans la même logique? Tout est parti de là, à partir des brassages et des mixages qu'on a pu infiltrer notre armée. Malheureusement, le chef de l'État et tous les régimes, ils ont le pouvoir de changer des choses, mais ils sont juste dans des dénonciations, ce qui est déplorable. Au nom de la paix, doit-on continuer avec ces pratiques? Au nom de la paix, est-ce qu'au nom de la paix, on peut céder une partie de notre pays? Non, on ne peut pas céder une partie de notre pays. C'est pourquoi l'armée, c'est un outil puissant d'un pays qui a le monopole de la violence. L'armée a le monopole de la violence, donc on ne peut pas jouer avec l'armée. On ne peut pas donner des postes clés de l'armée à des rebelles, parce qu'on a fait la rébellion, on intègre l'armée, on est directement général, parce qu'au nom de la paix, est-ce qu'on doit céder tous ces postes, soit des grades des généraux, des colonels dans l'armée, entre les mains des rebelles parce qu'ils avaient touché aux armes. Et donc nous aussi, nous devons toucher aux armes pour avoir ces postes-là. Non, parce que si on est Congolais, réellement, quels que soient les problèmes, on n'est pas obligé de toucher aux armes pour trouver solution à ces problèmes. On doit toujours faire la paix. Faire la paix n'est pas synonyme de toucher aux armes. Et puis n'est pas synonyme de donner des fonctions, des hautes fonctions de l'armée aux rebelles qui ont endeuillé les pays. C'est comme donner une prime à l'échec. Bon, nous le savons bien que l'ancien chef de l'État, en tout cas ça c'est une évidence, à chaque fois qu'il y avait des désordres à l'intérieur du pays, nous en avons vu avec Jean-Pierre Bemba et Roubaix-Roy et les autres les chefs de l'État, Joseph Kabila a accepté de partager le pouvoir avec eux au nom de la paix. Il avait même accepté une formule qui n'a jamais existé au monde, 1+4. On a vu même signer les accords avec les M23, après que ces mêmes M23 soient battus sur les champs des batailles, si vous le permettez. Vous pensez que cette politique-là a bénéficié à la RDC? Félix Tshisekedi n'est pas en train de payer le pot cassé de Joseph Kabila. Moi je pense que lorsqu'on vient à la tête d'un pays, on est censé assurer les actifs et les passifs. Les passifs, c'est tous les accords que l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, avait signés avec les rebelles. Donc il faut continuer avec. Non, je ne le dis pas. Je ne dis pas qu'il faut continuer avec. Mais quand on est chef d'État, on doit assumer ses fonctions. Donc le chef d'État doit assumer ses fonctions des chefs de l'État et de garantir la sécurité au peuple congolais. L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, avait négocié avec des rebelles, avait signé également des accords, mais aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, aussi négocie avec des rebelles. Des accords que le M23 réclame aujourd'hui à Félix Tshisekedi. C'est quoi le contenu de ces accords? Parce que jusqu'aujourd'hui, moi, j'en sais pas trop. C'était quoi le contenu de ces accords? Qu'est-ce que le M23 réclame au juste? Parce que parfois, ils vous disent que
Ils réclament leur insertion au sein de l'armée, qu'on puisse... Non, mais leur porte-parole, lorsqu'il prend parole pour communiquer par rapport à leur mouvement du M23, ils disent qu'ils n'ont pas besoin... Ce ne sont pas des faux fouillants. On va progresser, Il a dit qu'ils n'ont pas besoin de réintégrer l'armée parce qu'ils sont venus dans l'armée. C'est ce que Willingo m'a dit chaque jour dans son compte Twitter. Ils disent qu'ils étaient dans l'armée, ils ont quitté l'armée, donc ils n'ont pas l'intention de revenir encore dans l'armée. Ok, consultez cet accord. Malheureusement, vous parlerez le même langage que moi. Allez-y, on va évoluer aussi négocier avec les rebelles. En Ouganda, non, c'était quoi? À Kampala, nous étions avec qui? Avec des rebelles. En Angola, nous étions avec qui? Avec des rebelles. Donc, les cadres ne sont pas les mêmes. Hein. Les cadres et les contextes ne sont pas les mêmes. Attention, Deus. Les cadres et les contextes ne sont pas les mêmes. Vous le savez, nous sommes ce sont les mêmes personnes qui ont aidé les pays. Ouais, nous sommes pendant la période électorale, ça faudra les souligner. Roger Boundengele, cette question, je vous la pose. Vous ne craignez pas que le fait de remettre le pouvoir aux politiciens, aux civils, et surtout que ces politiques soient également de candidats, qu'ils ne puissent pas orienter leur mandature ou bien encore cette période qui reste dans le sens de leur campagne parce qu'ils ont également besoin des moyens pour financer leur campagne électorale. Oui, tu as posé une question très capitale. Vous savez, tout le gouvernement Sama Lukonde, tout le monde là presque, est candidat à la députation nationale. Sama Lukonde lui-même, il est candidat. Mais nous parlons de la situation de l'Est. Hein? Oui. Il faut faire une différence là-dessus. Si eux sont candidats, pourquoi pas ceux-là qui vont remplacer les militaires? Donc je n'y vois aucun inconvénient si la médiocrité est généralisée. Il faut souligner que... donc là, la médiocrité... Les deux provinces font face à une menace permanente. La médiocrité est généralisée. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas la loi. La loi veut que quand on est candidat, on cède son poste officiel pour aller battre campagne. Mais nous allons voir si Sama Lukonde, si F. Bazaïba, on parle de l'Est du pays. On parle de l'Est du pays. Ils vont demander la mise en disponibilité. Il faut brandir la loi. Ils vont, oui, mais c'est constitutionnel. On ne parle pas du processus électoral, on parle plutôt de l'état des sièges. Je répète ma question, ne craignez-vous pas que le gouverneur qui va reprendre la gestion de la province puisse orienter la gestion, ou bien ne puisse pas bien gérer tout simplement parce qu'il est candidat, il doit également mener la campagne électorale. Et de l'autre côté, la province fait face à une menace permanente. Non, celui qui gère pendant la période électorale ne peut pas être candidat. Donc, on doit placer à la tête de ces provinces des civils qui ne seront pas des candidats. Si on est candidat, on laisse la place à une autre personne. C'est ça la logique. Mais il ne reste que quelques mois, pourquoi pas même par rapport à l'état des sièges, attendre les élections? Non, il n'y a pas à attendre. Puisqu'il y a des gens qui sont tués dans l'entretemps. C'est-à-dire, si l'état des sièges s'est déclaré inefficace, il n'y a pas à attendre. Si pendant l'état des sièges, les gens sont tués, vous pensez que si on levait cet état des sièges, il y aura la quiétude? Mais mon frère à ma gauche m'a dit Neville m'a dit qu'il fallait que l'enquête soit diligentée par moi-même pour que ça soit crédible. Moi, je suis journaliste spécialiste des questions parlementaires. Après chaque vacances parlementaires, les députés déposent des rapports. Et les députés qui sont de l'Est, là où il y a guerre, quand ils déposent les rapports, toutes les informations sont dedans. Les mêmes qui sont derrière les groupes armés. Détaillé, on vous dit comment... Des mêmes qui sont derrière les groupes armés qu'on a demandé de laisser. Il y a un autre qui est là-bas à la justice. Il y a aussi des ministres qui sont derrière les groupes armés. Il y a aussi des civils. Ceux qui ont des intérêts, c'est pourquoi je ne dirais pas que vous êtes aussi. Je ne dirais pas que vous aussi, vous avez des intérêts derrière. Non, ça, c'est une vaste blague. Pas des attaques personnelles. Oui. Donc, ces gens-là, donc tout le monde peut être derrière, n'importe qui peut être derrière les groupes armés. C'est pas seulement n'importe qui, indexer les députés. Oui. Et tout on a vu des journalistes qui ont fait l'apologie de rebelles du M23 à tout moment ici dans le Twitter et consorts. Oui. Allez-y, continuez. Donc,
il est temps que le pouvoir soit remis entre les mains des civils pour que chacun, pour qu'il y ait la distribution des tâches. C'est-à-dire chacun fasse son travail, que les militaires s'occupent de la sécurité et les civils s'occupent de l'administration. Pourquoi pas attendre seulement les élections? Nous sommes à 3 mois des élections. Pourquoi pas attendre les élections et puis en 2024, on remet les choses comme avant? Oui, dans la gestion de la res publica, on n'attend pas même un jour. On doit toujours améliorer les choses. Même pendant 1 heure avant la fin d'un mandat, on doit toujours améliorer les choses. On doit toujours gérer pour les biens de la République. Ici, la priorité, c'est la sécurité. Bien sûr. Donc, il faut économiser les sang. Il faut économiser les sang, éviter qu'il y ait des pertes en vie humaine. Même la perte d'une seule personne. Merci beaucoup. Roger Bondenguele, Neville Kabo. Et puis, il avait souligné quelque chose quand il parlait de Neville. Il a parlé, il a effleuré quelque chose sur les calendriers. Mais il n'est pas allé vraiment, il n'a pas approfondi son discours par rapport à ça. C'est-à-dire l'état des sièges. Quand vous venez avec une mesure comme ça, comme celle de l'état des sièges, il faut les placer dans un temps précis pour sa sortie. Donc, ici, on est venu avec une mesure comme ça, ad aeternam. C'est-à-dire illimité dans les temps. Non, on a dit, on a parlé de la paix. C'était les résultats en fait qui devaient mettre fin oui, à l'état des sièges. Maintenant, il n'y a pas de résultats. Et comme il y a une table ronde, cela voudrait dire que l'état des sièges a lamentablement échoué. Le fait qu'il y ait... la logique pour vous auto-évaluer, vous devez remarquer que vous avez échoué. Oui, c'est-à-dire... C'est un exercice que tout le monde doit faire. Non, mais... L'auto-évaluation, c'est le Parlement qui le faisait chaque fois. Chaque fois qu'il y avait prorogation, l'État et le Parlement votaient soit pour la prorogation, soit pour l'arrêt pur et simple de cette mesure. Les champs ont été élargis, on a les notables, il y a une table de négociation. Donc, il faut qu'on invite les chefs de l'État ayant pris cette mesure. Il a reçu les conclusions de la table ronde. Il doit maintenant convoquer un pourparler, un vaste pourparler où les groupes armés seront associés comme ceux de l'Ituri. Mais pourquoi faire? Oui, c'est-à-dire, je pense qu'ils ont un cahier de charges, ces groupes armés. Quand on a un groupe armée, on ne peut pas manquer un cahier de charges. Mais les chefs d'État ce sont des structures organisées. Ils doivent avoir des revendications. Ils doivent avoir des revendications. Là, c'est au niveau régional ou sous-régional. Mais ici, à l'interne, donc au pays, il faut qu'il y ait un pourparler avec ces groupes armés-là. Pour qu'on comprenne vraiment ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent. C'est ça un peu mon appréhension du réel. Merci beaucoup Roger Bondenguele, mais je pense que la majorité de ces groupes armés ont déjà intégré les processus de Nairobi. Il y a eu des discussions engagées. D'ailleurs, il y a eu le... Malheureusement, il n'y a pas de financement pour ces processus de DDR. Pour ces processus de DDR, il n'y a pas un financement jusque-là. C'est pourquoi vous allez voir certains rebelles qui avaient intégré les processus de DDR sont rentrés dans la forêt avec leurs armes. Ils ont repris à mettre fin à la vie des paisibles citoyens parce qu'il n'y a pas de financement. Vous avez cantonné un rebelle dans un camp des rebelles, mais vous ne les financez pas, vous ne les donnez pas à manger. Vous pensez que ces rebelles vont rester dans les camps? Bon, merci beaucoup. Neville, vous avez la parole. Vous avez la parole. Le processus, oui, le processus. Donc, j'aimerais quand même qu'on sache pourquoi la table ronde a été voulue par le chef de l'État. Parce que je ne sais pas, c'est pas que le fait qu'on a demandé qu'il y ait une table ronde, nécessairement on a échoué à quelque chose. Non, je ne pense pas. Oui, c'est la remise en cause. Non, ce n'est pas, je ne pense pas. Donc, on peut avoir pas 100%, à 80, à 60%, vu que ça allait et que maintenant il faut passer à autre chose, qu'on peut convoquer pour avoir d'autres idées, afin de pouvoir avancer. Donc ce n'est vraiment pas dit que quand on a convoqué cela, c'est qu'on a lamentablement échoué. Non,
Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui sont contre l'état de siège. Ils ont des intérêts. Je me pose la question. Il y a des journalistes, mais je me pose la question. Pourquoi? Vous rappellerez, il y a eu des gens, des députés. Je l'ai dit encore. Il y a des députés, il y a des politiques qui sont derrière des groupes armés. Derrière des tensions qu'on voit sur notre territoire. Et ces personnes-là ne veulent pas qu'il y ait des mesures comme l'état de siège. On le sait, on le voit tous. Il y a des procès en cours où on sent que des politiques sont derrière des groupes armés. Permettez s'il vous plaît, il y a des procès en cours où on sent qu'il y a des politiques qui sont derrière des groupes armés. Il faut aussi les dénoncer, il faut le dire. Lorsqu'il y a un état de siège, on l'a bien dit ici, il ne faut pas aller dans le sens des politiques. Il ne faut pas aller dans le sens comment dirais-je, de ceux qui pensent que leur intérêt est menacé. Prenons par exemple les cas des politiques, puisque vous avez parlé des élections tout à l'heure. Quand on va remettre la gestion aux civils, mais ces mêmes civils deviendront des candidats demain. Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est de l'argent. Pourquoi ils veulent qu'on leur donne la gestion maintenant, alors que nous sommes qu'à 3 mois des élections? Mais ils sont payés. Non, mais alors, pourquoi ça leur gêne que... Pourquoi ça leur gêne que les militaires continuent jusqu'aux élections, par exemple, jusqu'à la levée de cet état de siège? Pourquoi ça leur dérangerait? C'est ça la question qu'on se pose. Permettez que je continue. Donc, vous allez comprendre là-dessus pourquoi il y a tant de gens. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que ce sont des politiques qui veulent qu'on lève cet état de siège. Parce qu'ils ont des intérêts derrière. Mais au lieu de regarder dans le bon côté des choses, on regarde ailleurs. Je vais revenir sur les déclarations de mon collègue ici. Je pense que lorsque le chef de l'État avait pris cette mesure d'état de siège, il était confiant par rapport à ce que les résultats doivent suivre après, par rapport à l'armée, à notre armée. Mais on s'était rendu compte que cette armée était infiltrée. On s'est rendu compte par après que notre armée n'était pas aussi efficace qu'on pouvait. C'est comme ça que vous avez vu, nous avons fait intervenir d'autres forces pour nous aider. Mais cela ne veut pas dire qu'en amont, on travaille là-dessus. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous sommes en train de progresser petit à petit. Donc notre armée reprendra ses forces et nous allons faire face à tout ce qui va arriver. Mais il ne faut pas oublier que nous venons de loin. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous venons de loin. Nous avons eu la gestion des 18 ans de Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'on en a fait avec l'armée? Quelles sont les grandes réformes qui ont été initiées par l'ancien pouvoir de Joseph Kabila? L'armée était presque, je dirais, inexistante. Quel était l'effectif? On nous parlait de... On ne sait pas aujourd'hui si nous avons combien de militaires. Ni t'étais les réformes qui sont prises par le président de la République, auxquelles nous tous, nous sommes confiants qu'il y a des avancées. Ce que je remarque chez nous, les Congolais, c'est que nous voulons les résultats directement. Et nous ne savons pas que pour parvenir aux résultats, il y a comment dirais-je, il y a des débuts. Et les débuts ne sont pas, je dirais... Il y a des étapes également, il faut franchir. Il y a des étapes à franchir. Et ce n'est pas facile. Il faut aller crescendo, mollo. Et à petit, on reviendra. Bongo, vous pensez qu'au stade actuel, les débats devaient être centrés autour de voir comment réqualifier l'état des sièges, comment renforcer l'état des sièges pour avoir les résultats escomptés? Je crois, à mon humble avis, je crois. Là où l'état des sièges n'a pas marché, c'est là où on devait plus marteler là-dessus et voir qu'est-ce qu'on peut proposer au président de la République pour avancer. Mais venir dire au président, non, tout ce que vous avez fait... On enlève seulement. Non, il faut enlever ça parce que c'est un échec. Je ne vois pas comment on peut dire des choses comme ça. Donc, si on peut être pragmatique, il faut aller dans le sens d'ajouter, de proposer. Parce que c'est ce qui nous manque, nous les Congolais. De rectifier les tirs. De proposer au président de la République. Mais je pense, on dit comme alternative, on remet les civils. Mais ces civils-là ont existé, ont dirigé, bien avant l'état des sièges. Ça a été, qu'est-ce qui a été comme résultat? Ces civils que nous voulons aujourd'hui ont dirigé avant l'état des sièges. À quoi? Quel a été le résultat? Rien. Oui, s'il te plaît, Deus, on rappelle que nous sommes déjà arrivés à la fin. Je rappelle que... vous allez... je dois rappeler que l'état de cette mesure de la mise en place de l'état des sièges, c'est depuis 2021, le 3 mai 2021. Le 6 mai 2021. C'est-à-dire, c'est au mois de mai que le gouvernement a pris cette mesure de la mise en place de l'état des sièges. Alors, donc, ça fait 3 ans. 2 ans. Non, 2 ans. 2 ans, voilà. et 3 mois. 2 ans et 3 mois. Et 3 mois. Et à ce stade, c'est pas ce stade
où on doit attendre encore, on doit se patienter pour voir les résultats escomptés. Non. C'est déjà le temps est révolu, on doit élaguer ça et chercher d'autres voies pour évaluer. Oui, évaluer l'évaluation. Mais c'est qu'à cela ne tient jusqu'au résultat. Non. Si on attend les résultats, on doit s'éterniser avec cet état de siège. Vous savez, pendant l'état de siège, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Même on ne peut pas réviser même la Constitution pendant l'état de siège. Pendant que le pays se trouve à l'état de siège. Parce que la priorité, c'est la paix. Oui. Donc, il faut ici, carrément lever cette mesure dans 2 provinces. Oui, 2 provinces. Oui, 2 provinces. Et c'est ça, la Constitution veut que, quand il y a état de siège, qu'on ne puisse pas toucher à la Constitution. Mais il y a des dispositions qu'on aimerait changer comme le tour des élections. C'est-à-dire qu'il faut revenir aux 2 tours des élections au lieu d'un seul tour. Parce qu'un président qui obtient 10% ou 15%, il devient président de la République. Alors que s'il y avait un second tour, tout ça, on le fera la paix va au-delà des intérêts des uns des autres. Deus Miburu. Divin, j'aimerais éclaircir une chose ici. C'est quoi l'état des sièges? L'état des sièges est une mesure de restriction, est une mesure exceptionnelle. Nous sommes pendant quelle période? Nous sommes pendant la période électorale. Nous sommes à 3 mois des élections. Vous pensez que dans des provinces où il y a état des sièges, tous les candidats vont bien battre leur campagne? Au Nord Kivu, vous pensez que, par exemple, Martin Fayulu descendre au Nord Kivu, critiquer farouchement M. Félix Tshisekedi. Non seulement ça, mais il y aura des secteurs également qu'on n'aura pas accès facile. Mais ça ne sera pas facile pendant l'état des sièges. C'est pourquoi, pendant cette période électorale, on peut lever l'état des sièges pour faciliter la... Alors, quid à la sécurité des... Mais on ne peut pas sécuriser les pays seulement pendant l'état des sièges. Des candidats la sécurité des candidats. Comment sécuriser les candidats? Mais ils seront sécurisés. Ils vont battre campagne pendant l'état des sièges, ils ne seront pas sécurisés. C'est que vous voulez signer. Non, ils seront également sécurisés. Ils seront sécurisés, bien sûr. Mais pendant cette période, tellement qu'il y a des mesures de restriction, il n'y aura pas la liberté d'expression. Parce que, par exemple, Martin Fayulu ira au Nord Kivu ou bien en Ituri critiquer Félix Tshisekedi. Vous pensez que les gouverneurs militaires qui sont là, ils vont laisser calmement M. Fayulu? Mais pendant même ce temps, on a des gens on a amputé même la jambe d'un militant de Lucha. Ça, c'est vous qui l'a amputé. Qui l'a amputé? Moi, je pense que après avoir reçu élection à la jambe, il a amputé. Pas donner des informations. Moi, je pense que élection et état des sièges, ce sont 2 choses de nature très différentes. On ne peut pas battre campagne dans une partie du pays où il y a état des sièges. Parce que le gouverneur militaire qui est là ne va pas tolérer peut-être qu'on critique le chef de l'État. Pourquoi c'est la démocratie? Mais on a vu Matata il y a des militaires, il y a des opposants. On a vu également sur l'état des sièges, on a vu. Comment vous pouvez dire qu'on ne peut pas critiquer? Ça ne sera pas facile. C'est la démocratie, parce que vous savez, pendant la période électorale, il y a certaines choses qui sont... Il a vécu des choses. Vous sont permises. Vous les dites pendant la campagne. Oui, pendant la campagne, mais on peut pas leur... Sous l'état des sièges, ça ne sera pas facile. Vous avez surtout dit, pour les candidats de l'opposition. Ça ne sera pas facile, chers confrères. Rien ne va changer si on a levé l'état des sièges. Même à l'absence de l'état des sièges, en 2013, nous avons eu aujourd'hui les opposants parlent dans ces pays. Les opposants parlent dans ces pays. Les M23 étaient chassés dans ces pays sans l'état des sièges. Ils s'y rendent même dans ces provinces. L'État n'a pas que l'état des sièges. Ils sont arrêtés à l'activisme et si on faisait ceci, les opposants non, ce n'est pas l'état des sièges. Il n'est pas arrêté à l'état des sièges. Jean-Marc Kaboul n'est pas arrêté dans la province de l'état. Il y a un jeune musicien du Nord qui est en prison jusqu'à aujourd'hui parce qu'il a critiqué l'état des sièges. Il a critiqué l'état des sièges. Comme vous dites ça, vous ne le savez pas. Et si on faisait ceci? Nous sommes dans un état de Si on faisait ceci? Chacun répond de ses actes. Dans un état de droit, mais nous sommes pendant une mesure exceptionnelle. Il faut parler de n'importe quoi. L'état des sièges est une mesure exceptionnelle. Son travail. C'est une mesure qui accorde vous parlez en mal à l'armée. Vous débordez, on a le droit de vous arrêter. Neville Kabongo, si on faisait ceci,
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines. Hein. C'est plus presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez cette émission en rediffusion le vendredi à 15h30. Et moi, je vous retrouve le samedi à 21h pour un nouveau numéro avec un autre casting et une nouvelle thématique. Merci à nos invités. Merci Deus Mibourou. Merci Divin Chouaka. Merci pour l'invitation et merci à tous les co-débatteurs parce qu'on a eu un débat très républicain et c'est pour l'intérêt de notre pays. C'est important. Roger Bonneguele, merci à vous également. Merci. Une fois de plus, je salue Aimé Élégance à Rotterdam, aux Pays-Bas. Chapeau bas, lui, puisqu'il nous suit chaque fois. Merci beaucoup, Roger Bonneguele. Neville Kabongo, merci à vous pour cette première dans CEPLIS. Merci beaucoup. Merci plus à mes collègues journalistes aussi. Voilà, et c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Merci à vous également une fois de plus de l'avoir suivi. Retrouvez également cette émission dans notre plateforme de réseaux sociaux sur notre page Facebook Communication Plus Télévision et également sur notre chaîne YouTube Communication Plus Télévision. Merci à Play qui était derrière la caméra de Mocha également. Bondi, merci à vous, Bondi, le maître également. Voilà, on s'est dit au revoir et on se retrouve les samedis prochains.